Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le grand plaisir d'accueillir à nouveau Zubair Benhamouche, économiste à la CEA et auteur de l'Algérie, l'impasse chez Publius Sud en 2011. Zubair Benhamouche, bonjour. Bonjour Yassine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors si nous vous recevons à l'invité du direct, c'est parce que vous avez une actualité. Vous avez tenu une conférence mardi matin devant le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise à Alger, sur le thème de la qualité des institutions, et votre intervention s'intitule précisément qualité des institutions comme vecteur de la diversification économique. On comprend bien que donc il s'agit de diversification économique. On parle du cas algérien. Est-ce que c'est un angle mort dans la façon de réfléchir le changement et la réforme, la qualité des institutions? Alors, juste pour préciser, l'étude portait sur l'Afrique du Nord et pas uniquement sur l'Algérie, et elle abordait un angle un peu nouveau dans le sens où la recherche académique s'y intéresse depuis une dizaine d'années sur le plan empirique, mais par contre sur le plan de la pratique des politiques publiques et la pratique du développement, c'est quelque chose qui est insuffisamment pris en compte par les gouvernements des pays d'Afrique du Nord, mais d'Afrique en général, si on veut, des pays en développement. C'est le fait que il existe beaucoup de distorsions potentiellement dans les économies, et que ces distorsions sont un frein à la croissance de la productivité d'une part, mais également à la diversification d'autre part. Voilà, c'est l'angle d'attaque de l'étude, et on montre qu'effectivement, potentiellement, il y a des distorsions importantes en Afrique du Nord et donc en Algérie aussi. Quoique dans le cas algérien, on avait moins de données, moins de données que dans les autres pays pour Alors quand on dit on montre, on parle de la Commission économique africaine? C'est ça, de ma commission. C'est un domaine précis d'investigation, les distorsions qui peuvent exister à cause de... Oui, c'est une nouvelle, un nouveau projet qu'on a démarré il y a un an. Alors on va en profiter pour mieux faire connaissance avec la CEA. Oui. Alors la Commission économique pour l'Afrique, donc c'est l'une des 5 commissions régionales des Nations Unies qui sont directement rattachées au secrétariat général des Nations Unies, et qui, dans la réforme actuelle en cours donc des Nations Unies, sont voués à être des think tanks au niveau continental pour chaque commission, à la fois donc pour le système des Nations Unies en lui-même, mais aussi pour les pays membres. Donc on fait un travail de réflexion sur le développement des pays qu'on couvre. Alors une thématique qui a comme approche l'évaluation de la qualité des institutions, est-ce qu'elle existe aussi, est-ce qu'elle est promue par les Nations Unies à travers ces commissions-là pour des pays plus matures, des vieilles économies capitalistes? Oui, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand on parle de qualité d'institution, on parle de gouvernance, et la gouvernance, c'est quelque chose qui est mouvant en fait. Donc ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui, davantage pour les pays en développement que pour les pays davantage pour les pays développés que pour les pays en développement, c'est ce qu'on appelle la gouvernance du futur. Et cette gouvernance du futur est une gouvernance beaucoup plus participative qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information. Donc ces technologies de rupture en fait sont un formidable levier pour améliorer la gouvernance. Alors ça améliore la gouvernance, ça permet d'améliorer la qualité des politiques publiques, parce qu'on a une possibilité d'avoir une restitution des retours d'expérience plus rapide. Exactement. Grâce à l'implication des citoyens. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, il faut voir la gouvernance du futur comme une gouvernance dans laquelle il n'y a pas un État central qui sait tout et qui décide de tout, et qui a plutôt comme un web, un network, un réseau d'acteurs, de la société civile, du monde de l'entreprise, des institutions, qui travaillent ensemble à la fois pour concevoir les politiques, mais même pour les implémenter, ou pour fournir le service public en lui-même. Alors, les technologies de rupture ne font pas disparaître les conflits qui peuvent avoir entre des groupes d'intérêts, on est d'accord? Oui. Et l'État est supposé arbitrer. La gouvernance arbitre entre ces conflits. Le plus souvent, c'est censé se faire dans le bien, dans le sens de l'intérêt général.
C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. C'est le mandat que lui donne Alors, quand il y a des distorsions comme celles que vous avez pointées dans votre conférence, qui font que on prend du retard dans le développement, les distorsions, elles se font au détriment d'une catégorie de la population, elles se font en faveur d'une autre, elles se font au détriment de tout le monde. C'est quoi exactement les distorsions dont on parle? Alors, les distorsions, notre travail a porté sur les distorsions. Il y a plusieurs types de distorsions. Notre travail a porté sur les distorsions qui affectent l'entreprise. Et c'est quoi une distorsion? C'est quelque chose qui vient impacter l'allocation des ressources. Je vous donne un exemple. Si vous faites la politique fiscale, par exemple, dès que vous faites une politique fiscale où il y a des critères qui est variable selon l'âge, la taille, le secteur de l'entreprise, vous commencez à affecter le rendement des activités. Et donc, vous créez des incitations qui peuvent s'écarter, en fait, de l'allocation optimale, ce qu'on appelle l'allocation optimale des ressources. Et donc, prenez une économie dans laquelle il y a différentes entreprises. Si vous affectez différemment les entreprises et que, par malheur, vous affectez plus négativement les plus compétents, entre guillemets, les entreprises qui ont une productivité totale des facteurs la plus élevée, fatalement, vous déformez l'allocation des ressources en défaveur de ces entreprises et en faveur de celles qui sont moins performantes. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de limiter la création de richesses à partir des ressources que vous avez. Oui. Alors, les institutions sont censées veiller à ce que ça ne se produise pas, parce que ça crée une forte d'asymétrie dans la compétition, mais ce que la recherche académique depuis Schumpeter cherche à corriger, ce sont les positions acquises qui empêchent les nouveaux entrants d'apporter du dynamisme et du challenge. Voilà, ça, c'est un aspect aussi qui est important, c'est-à-dire que vous avez des barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée. Évidemment, vous limitez ce qu'on appelle la contestabilité des marchés, et donc. Est-ce que c'est pas le premier problème dans des pays comme l'Afrique du Nord? C'est l'un des problèmes. C'est-à-dire que si on regarde le taux de création la densité des nouvelles entreprises dans les pays d'Afrique du Nord, ou même plus largement dans la région MENA, elle est relativement faible. De mémoire, les chiffres, c'est que c'est l'un des endroits du monde où c'est le plus faible. Donc il y a insuffisamment de création d'entreprises. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Vous avez ces barrières à l'entrée, vous avez des problèmes d'accès au financement, vous avez des infrastructures qui ne peuvent pas être suffisantes, vous avez un problème d'accès aux ressources, vous avez beaucoup de raisons qui expliquent ça. Et c'est un problème parce que ce sont les nouveaux qui créent de l'emploi. Ce ne sont pas les anciens. D'accord ? L'emploi vient des start-up, des nouvelles entreprises qui vont croître de façon explosive. Et donc, et là, par exemple, vous pouvez avoir un cas de combinaison entre distorsion et de distorsion. C'est-à-dire, si vous faites c'est le cas du Japon, par exemple, pendant une certaine période, c'est que vous subventionnez des entreprises. Mais à un moment donné, vous pouvez, et ça questionne la question de la politique industrielle active, d'accord ? C'est que vous allez aider des entreprises aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sont celles qu'il faut aider. Mais si vous continuez à aider ces entreprises dans le temps, il se peut qu'il y ait des entrants qui pourront jamais émerger. Voilà, qui eux pourraient faire mieux, mais qui fatalement vous les défavorisez. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure en Algérie, notamment avec le refinancement de l'assainissement régulier des ardoises des entreprises publiques, notamment celles qui occupent une position forte? Par exemple, je pense à SNVI dans la mécanique ou d'autres entreprises importantes qui pourraient être challengées par des nouveaux entrants privés. Oui, parce que les entreprises publiques coûtent cher au trésor public. Donc il y a les données. Et là, on parle de mauvaise allocation des ressources. Là, c'est un exemple de distorsion. C'est-à-dire que vous avez des entreprises publiques qui ne sont pas forcément performantes, que vous renflouez, mais qui par ailleurs aussi ont accès à un système bancaire qui lui aussi est dominé par le secteur public. Donc vous avez des ressources qui ne sont pas forcément allouées de façon optimale dans l'économie, parce que ces ressources-là, au lieu d'aller financer des entreprises qui ne fonctionnent pas, pourraient être allouées. Mais quand je dis allouées, on n'est pas dans la planification, c'est-à-dire que simplement c'est le système bancaire qui doit faire ça. Donc ces ressources pourraient aller à d'autres entreprises qui, elles, ont un potentiel de croissance plus important. Ouais. Alors, on comprend en creux quand vous dites qualité des institutions comme vecteur de la diversification économique, une mauvaise qualité des institutions empêche la diversification, la retarde dans tous les cas. C'est quoi des institutions faibles en économie face au développement? Déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que ce que je dis se base sur de la recherche académique, donc c'est des données, etc. Donc c'est pas
c'est pas de la perception, c'est bon. Donc, et quand on regarde sur données, bon, j'utilise un terme un peu technique, mais on fait du panel sur institutions et un indice de diversification, en faisant tout ce qu'il faut pour que tout ce qu'on appelle endogénéité, etc., soit gommé, soit pris en compte. On constate qu'il y a une relation positive entre la qualité des institutions et la diversification. C'est-à-dire qu'il y a pertinent. C'est pertinent. Les données le montrent. Alors, c'est quoi la qualité des institutions ? C'est l'efficience des institutions dans la façon dont elles délivrent des politiques publiques pour répondre aux besoins des citoyens. C'est ça la qualité. Et donc vous avez plus ou moins d'efficience, du coup, selon la qualité des institutions. Si on prend, on peut prendre, bon évidemment ça s'applique à tous les acteurs d'une société, que ce soit le citoyen, l'entreprise, etc. Donc si on prend par exemple des choses qui affectent la vie des citoyens, la bureaucratie, bon ça c'est de l'inefficience, donc c'est pas de la bonne qualité parce que le service public est fourni. Un problème d'efficacité et d'efficience, c'est qu'il est fourni à coût élevé. Quand on a beaucoup de bureaucratie, ça coûte cher. Et d'autre part, le citoyen n'a pas ce qu'il veut dans les temps, dans la bonne. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un problème à la fois donc de qualité de service et d'efficacité dans le service qui est fourni. Bon, ça c'est le plus connu, mais on pense qu'il y a peut-être une approche un peu plus sophistiquée de ce que c'est la faiblesse des institutions. Parce que alors il y a la propriété qui est pas bien protégée. Est-ce que c'est considéré dans vos panels comme une faiblesse d'institution ? Il existe des mesures de la qualité des institutions, des indices sur des indicateurs de la gouvernance. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Selon l'indice que l'on comprend, il y a différentes dimensions qui rentrent en compte. La protection de la propriété et de l'investisseur, ça c'est une dimension. La qualité de la régulation publique, la corruption. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans ces indices composites. Qui mesurent la qualité. Alors vous avez ensuite des indices qui sont plus politiques que d'autres. Si vous prenez Polity4, c'est un indice qui mesure la qualité de l'institution, mais sous l'angle de la démocratie en fait. Donc c'est un indice qui va de moins 10 à 10 et qui regarde l'aspect redevabilité, l'aspect électoral, donc certaines dimensions. Vous en avez d'autres qui redevabilité, c'est rendre des comptes. Voilà, la redevabilité, c'est la reddition des comptes. Voilà. Oui. En anglais, il y a un terme qui le dit directement, c'est accountability. Alors, vous connaissez l'expérience de Nebni. C'est un peu Nebni qui nous a initié un peu à cette approche institutionnelle du développement, qui est un peu le relais de la réflexion académique qui existe depuis plus longtemps. Ce qu'a produit Nebni n'a pas permis aux autorités algériennes de travailler sur ce chantier. On n'a pas le sentiment qu'on ait tenté réellement de donner plus d'efficience aux institutions pour qu'elles délivrent des politiques publiques efficientes à leur tour. On est d'accord ? Si on se base encore une fois sur les données, quand on regarde les indicateurs sur ce sujet de la gouvernance, effectivement, il n'y a pas eu d'amélioration significative. Si on prend le doing business, qui est tout souvent critiqué, etc., qui est critiquable, je le reconnais, mais c'est une critique qui vaut pour tout le monde du coup parce que c'est l'indice lui-même qui vaut. Mais donc si on regarde différents indicateurs de gouvernance. Effectivement, il n'y a pas eu d'évolution significative en Algérie sur le sujet. Pour continuer dans les corrélations pertinentes, est-ce qu'il n'y a pas une plus forte, on va dire, précarité des institutions, une difficulté en tous les cas à les rendre plus efficientes dans les économies qui bénéficient d'une capacité de redistribution forte ? Je pense aux économies à forte rente minière. Oui, la relation entre ressources et qualité des institutions, c'est un vieux sujet dans le monde des économistes, dans le monde académique. Il y a cette idée qu'effectivement les ressources sont un frein au développement. Mais encore une fois, la question c'est pas juste une perception, c'est est-ce qu'on peut questionner cela avec des données ? Oui, d'ailleurs, on dit que les ressources ne sont pas un frein de développement si les institutions sont fortes. Et on cite toujours l'exemple de la Norvège. Exactement, voilà. Donc c'est vraiment dans l'utilisation, du coup, qu'est-ce que les institutions permettent de faire avec ces ressources. Évidemment, quand elles sont de mauvaise qualité, on revient à ce qu'on disait, il y a des problèmes d'efficience, d'efficacité. Et donc, c'est ce qu'on appelle le resource curse dans le monde, dans le jargon
académiques. Et évidemment, tous les pays, là l'Algérie fait pas exception, tous les pays qui disposent de ressources naturelles importantes sont confrontés à ce sujet. Alors, le cheminement de la pensée nous amène à dire que lorsque ces ressources baissent, oui, il y a une demande plus forte pour rendre efficientes les politiques publiques et donc les institutions qui les délivrent. Oui, oui. Donc, bienvenue à la crise. Oui, les crises sont pas forcément des mauvaises choses, parce que ce qu'on constate encore une fois dans les données, c'est que les crises sont des moments de réforme. Et il y a une question qui est liée à ça, qui est un peu plus compliquée, c'est la relation entre les réformes économiques et les réformes institutionnelles, les réformes politiques en global. Donc, et sur données, le lien n'est pas clair. Est-ce que c'est d'abord les réformes économiques qui ensuite permettent d'arriver à des réformes institutionnelles, ou est-ce que c'est le contraire? C'est d'abord les réformes institutionnelles qui permettent. Ça dépend des cas, en fait. Donc il n'y a pas de relation évidente entre les deux sujets. Mais en tout cas, les moments de crise sont des moments où il y a des expressions de besoins qui sont formulées par les différents acteurs. Donc il n'y a pas un chemin optimal de la réforme. Il n'y a pas un chemin par les optimal. institutions, par l'économie. Ça dépend des cas, en fait. Si j'enlève là ma casquette Nations Unies, que je parle, c'est l'économiste qui parle. En Afrique du Nord, je pense que c'est plutôt le premier pas qui doit être fait. C'est-à-dire les réformes institutionnelles pour déboucher sur des réformes économiques efficaces. Non, voilà. Alors, une des manières de, entre guillemets, vendre la réforme institutionnelle aux pays qui en ont besoin pour accélérer leur développement ou faire décoller leur économie, c'est de dire que, contrairement à d'autres réformes, ce sont des réformes qui ne coûtent pas cher. D'ailleurs, quelque part, on a rapporté votre intervention de ce mardi devant le Cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise, autour de l'entreprise. On a rapporté cette idée ce sont des avancées qui peuvent être gratuites pour un pays. Et qui peuvent améliorer, rendre le développement, en tous les cas, réunir les conditions de développement à moindre coût. Oui, parce que si on regarde, donc, et là c'était bien documenté dans le rapport sur le nouveau modèle de développement de l'Algérie, c'est que la dépense publique a été très forte, a été nécessaire sur certains aspects pour le rattrapage en termes d'infrastructures. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'investissement privé n'a pas suivi et que du coup, l'impact en fait de ces dépenses sur le développement de l'économie, en tout cas, au moins et surtout le développement de ses capacités endogènes de croissance, donc, ne s'est pas fait. Donc, il y a beaucoup de dépenses, certes, avec un rattrapage en termes d'infrastructure, mais au final, il n'y a pas eu de relais. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a cette crise entre guillemets qui fait que il y a un problème de ressources qui se pose et en même temps, on n'a pas de relais pour la croissance parce que la dépense publique, la commande publique a été un moteur important de la croissance. Pourquoi il n'y a pas eu de suite avec le privé? Quand on regarde l'Afrique du Nord, est-ce qu'il n'y a pas quand même des systèmes politiques et institutionnels qui produisent de l'éviction de l'investissement privé si on n'est pas politiquement plus fortement connecté? Je m'explique, au pouvoir. En Tunisie, on connaît maintenant, on a le recul. Les Nations Unies ont dû accompagner, essayer d'analyser ce qui s'est passé. Le régime Ben Ali, à un moment donné, il s'est affaibli parce que tout le monde sait que pour investir, il fallait être proche du palais de Carthage et de la famille Trabelsi. Est-ce que ce modèle reproduit, au Maroc, ce serait plutôt le palais royal. En Algérie, c'est de plus en plus aujourd'hui les Bouteflika. Est-ce que ce modèle qui peut évincer, on a l'affaire de Cévital qui peut pas développer ses affaires en Algérie depuis très longtemps, est-ce que c'est pas finalement celui qui, en fait, détériore le plus les institutions et qui affaiblit le développement économique? Peut-être que ma question est mal formulée, je la repose différemment. Alors, la question pour revenir à la contrainte qu'exercent les institutions sur le développement, il y a différents canaux. Là, vous en citez un qui est ce qu'on appelle les entreprises politiquement connectées. Donc, il n'y a pas d'études sur l'Algérie, donc je ne peux pas vous répondre sur le sujet. Mais il y a des études académiques qui ont été faites et moins académiques qui ont été faites sur l'Égypte, la Tunisie, mais aussi sur d'autres pays comme l'Italie. Donc il y a des choses qui sont documentées. Effectivement, il y a de la proximité avec le monde politique, mais c'est vrai partout dans le monde. Mais à pas ailleurs, ça s'appelle du lobbying. Lobbying. Donc, ce qui compte, c'est lobbying existe partout. Il est naturel, mais dans le pays où il a été créé, il commence à poser un problème, c'est les États-Unis.
Donc, ce qui compte ensuite, c'est la force des institutions qu'on a en face. D'accord ? Donc, on ne peut pas éliminer ça. C'est normal que des acteurs... Bon, il existe des associations d'entreprises par domaine d'activité, ce qui est normal. Donc, des syndicats d'entreprises, comme il existe des syndicats de travailleurs. Et donc, ces syndicats, c'est normal qu'ils défendent leurs intérêts. Mais c'est pour arriver justement à quelque chose d'intermédiaire entre leurs besoins et le bien collectif. D'accord ? Donc, ce qui compte, c'est les institutions qu'on a en face. Est-ce que les institutions sont suffisamment fortes pour résister aux pressions des lobbies ou pas ? Donc ça, et pour arriver donc à une décision qui est de politique publique, qui n'est pas trop pondérée vers des intérêts privés que vers l'intérêt général. Et cette capacité donc à résister aux lobbies grâce à la qualité de ces institutions, elle est plus faible sous nos contrées. Elle est plus faible en Afrique du Nord, c'est clair. C'est oui. clair. Oui. Est-ce qu'on connaît des pays qui ont réussi un décollage économique grâce à une avancée institutionnelle en Afrique ? Oui, en fait, dans l'histoire, il y a beaucoup de pays. Si vous prenez l'île Maurice dans les années 90, il a fallu qu'il y ait une avancée au niveau institutionnel pour que le pays puisse économiquement avancer. Si on prend un cas plus récent, il y a le Rwanda aussi qui est un exemple où là la volonté politique a fait que les institutions ont mieux fonctionné pour répondre aux besoins de développement du pays. Donc il y a des cas. Mais ça se passe au niveau, il y a un changement politique ou c'est le même régime politique qui prend conscience, qui change d'orientation ? Vous touchez à une question qui est très compliquée. C'est-à-dire très compliquée d'un point de vue académique. Hein. C'est-à-dire que c'est une vieille question, hein, cette relation entre... parce que la qualité d'institution est déterminée par beaucoup de facteurs. Hein. Si on prend la Chine, il y a une amélioration de la qualité des institutions sans changement de régime politique. Hein. Mais par contre, il y a une réorientation du régime chinois. D'accord. Donc, cette relation est compliquée parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs. Ça peut être des facteurs culturels qu'on ne prend pas suffisamment en compte parce que c'est compliqué à... Comment dire ? Les données sont pas forcément disponibles, et puis c'est un peu la solution de facilité de tout expliquer par la culture, donc c'est pas le... Mais ça dépend, mais pour l'Afrique du Nord, il est clair que il faut des réformes institutionnelles pour que le potentiel de ces pays-là, qui est important, hein, je prends le cas de l'Algérie, le potentiel est vraiment important, pour que ce potentiel s'exprime pleinement. Alors, on a évoqué beaucoup de pistes. Une des raisons pour lesquelles peut-être que ce potentiel ne se soit pas exprimé et que le changement des institutions ne se soit pas produit, c'est que peut-être aussi dans la société, vous l'avez dit à un moment donné dans votre communication, il n'y a pas une demande forte pour une bonne qualité de gouvernance. La demande n'est pas suffisamment pressante. C'est compliqué à mesurer. Je sais que, mais j'ai pas regardé précisément les données. Il y a des baromètres. Il y a l'Arab Barometer ou l'Arab Trans qui sont faits sur différentes régions, qui posent des questions aux citoyens sur leur compréhension des institutions, etc., et des différentes questions de développement. Le lien est pas forcément évident pour tout le monde, hein, en fait, hein, en termes de... Le lien entre les institutions et le développement n'est pas évident pour tous les citoyens qui ne... Et donc, parce qu'il n'est pas évident, les citoyens ne vont pas demander plus de transparence à leur institution, plus d'efficacité dans les politiques publiques. Ce qu'on sait, c'est que l'éducation... Redevabilité. L'éducation joue beaucoup pour ça. Sur données, on constate que l'éducation des citoyens est un vecteur important d'expression de besoins plus institutionnels. D'accord. Je suis pas sûr, si on regarde ce qui s'est passé dans la sous-région récemment, je pense qu'au contraire, il semble qu'il y ait une compréhension de ce lien une meilleure compréhension de ce lien et donc il y a des besoins. En fait, il y a on sent que les citoyens en Afrique du Nord comprennent qu'il y a des nécessités de faire des réformes institutionnelles à un moment donné pour avancer.
En dehors de notre champ de vision africain du vote, sur lequel vous travaillez à partir du Maroc, ce qui s'est passé par exemple dans un pays comme la France avec les Gilets jaunes, est-ce que c'est pas quand même une démonition? On n'a pas remis en cause complètement le système institutionnel en ce sens que il n'a pas été capable d'intégrer cette demande sociale, celle dont on parle, de la transparence, de l'équité, etc., et que ça se soit exprimé directement de manière très informelle dans la rue. En fait, le cas français est très intéressant parce qu'il est révélateur d'un phénomène plus large qui commence à être étudié. C'est le problème, en fait, de remise en question du modèle démocratique libéral, qui en fait, il y a certains qui encore une fois, c'est vraiment c'est un sujet qui est en train d'être exploré, hein, mais il y a des montées de populisme parce que il y a une perception des citoyens que même dans les démocraties, les élites sont déconnectées, elles sont mondialisées, donc elles s'intéressent pas au peuple. Au local. Donc on est vraiment le cas français témoigne d'une crise en fait du modèle démocratique parce que ça n'a pas beaucoup évolué dans le temps en fait, hein, quand on regarde bien. Donc il y a certainement besoin le problème c'est pas la démocratie, hein, c'est parce que justement c'est la démocratie qui amène ça, qui permet l'expression de ça et qui malheureusement amène des partis populistes au pouvoir qui eux-mêmes ensuite détruisent les fondements de la démocratie. Donc c'est le danger. Mais il y a nécessité de repenser les modèles démocratiques et ça va s'accentuer dans le temps en fait, ça va pas se résoudre parce que justement. Et là on peut penser que la technologie de rupture c'est un vrai sujet. Peut le permettre. Enfin, c'est à la fois. C'est bien de noter qu'il y a le référendum d'initiative populaire qui fait partie des revendications des Gilets jaunes. Oui, voilà. Donc voter sur tout le temps. Oui, on peut sur des initiatives populaires. Oui, on peut. Et puis non, mais en fait c'est à double tranchant ces nouvelles technologies parce qu'on peut s'en servir, mais elles sont aussi une source de potentiel futur de déstabilisation en fait des pays parce que il y en a qui citent le Brexit comme un référendum qui n'était peut-être pas opportun parce qu'on n'avait pas suffisamment bien expliqué les enjeux peut-être. Et donc avec des destructions d'emplois, donc des gens qui vont devoir et contrairement aux anciennes révolutions technologiques, c'était facile de passer d'un emploi de secrétaire d'ouvrière à caissière. Demain, ce sera pas la même problématique parce que le nouvel emploi disponible, ce sera un emploi qui demandera davantage de qualifications que n'auront pas ceux qui auront été déclassés parce que leur emploi tout simplement aurait été détruit parce qu'on n'a plus besoin en fait de ce qu'ils faisaient. Comment on fait le changement des institutions, comment on avance, comment on délivre des politiques publiques efficaces qui améliorent le vécu des citoyens. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont circulé, notamment portées par Nebni. La Delivery Unit, cette entité qui a une sorte de compétence transversale et qui, sur une tâche précise, est chargée de conduire le changement. Est-ce que ça peut être une solution d'amélioration de la qualité des institutions? Oui, parce que justement, c'est quelque chose qui peut être fait. Les Chinois l'ont fait, enfin beaucoup l'ont fait sans changement de régime. Hein, donc en Algérie, mais dans les pays de la sous-région, il y a un problème d'implémentation. C'est-à-dire que on conçoit des choses, mais ensuite l'implémentation, c'est plus compliqué. Donc l'avantage d'une delivery unit, c'est qu'elle se concentre sur un nombre limité de questions et qu'elle est là pour piloter l'implémentation des. Si je peux prendre un exemple pour cela, où ce serait très utile dans le cas algérien, c'est les exportations. Il y a une réflexion en ce moment, depuis un moment au niveau des institutions sur comment diversifier les exportations, parce que fatalement c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, mais compte tenu de la complexité, compte tenu de la multiplicité des acteurs pour parvenir à ça, parce que ça demande de la coordination de différents départements, différentes politiques publiques. Donc je pense que ça peut être un bon sujet pour une telle delivery unit. Pour ne citer que celui-là. Pour ne citer que celui-là, hein, mais comme c'est un vrai sujet aujourd'hui, où ça pourrait être celui de la réforme des subventions, parce qu'elle est aussi une réflexion en cours qui n'est pas publique, donc on ne sait pas exactement ce qui ressortira, mais c'est un vrai sujet important, et donc ça pourrait être aussi l'un des sujets portés par une delivery unit. Alors dans les deux cas, il y a quand même le politique qui plane derrière, c'est-à-dire que dans le cas de changer de modèle
redistribution avec la réforme de la subvention, ou passer à l'exportation hydrocarbures qui peut rechanger les cartes, allocation des ressources. Oui. Parce que c'est ça l'enjeu, et peut-être réduire les distorsions pour permettre à des champions d'émerger, qui peuvent être des champions qui soient indépendants, politiquement pas liés, pas connectés. Oui. Les enjeux finalement ramènent quand même beaucoup aux politiques. Bah évidemment, comment dire, ce sont les institutions qui mettent en place le cadre dans lequel les entreprises vont se créer et se développer. Et ces institutions, évidemment, dépendent du monde politique. Donc évidemment, c'est juste évident, effectivement, ce sujet. Et après, tout dépend des facteurs politiques en place, des volontés politiques. Si vous prenez le cas du Rwanda, il y a une vraie volonté politique. Si vous prenez le cas de la Chine, il y a une vraie volonté politique. À iso-régime, entre guillemets. Donc, en tout cas, nous, en Algérie, on s'attend à ce que ce débat, si jamais il y a une campagne électorale sérieuse, soit très menée sur les institutions, à la nécessité de les changer. Un des candidats passé chez nous, c'était sa première radio-télévisée en Algérie, Alir Diri, quand nos journalistes lui ont posé la question, si demain vous êtes élu, par quoi vous commencez, il a prononcé le mot institution. On s'attend à ce que beaucoup de candidats se mettent sur ce terrain-là des institutions. Oui, c'est un sujet central, hein. Et c'est un sujet central, et c'est un sujet, ma conviction, c'est qu'il y a des quick wins à faire. Des gains rapides, pardon, et qui ne demandent pas de grands bouleversements, en fait, hein. Et donc, c'est vraiment, c'est l'avantage, en fait, de partir d'un certain niveau, c'est que les marges de progression sont importantes sans bouleversement des institutions. Zoumer Belhambouch, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.